Bonjour à tous, donc on est la dernière keynote aujourd'hui et on va vous parler un petit peu plus de création et notamment de création et de l'IA générative pour justement optimiser et booster un peu vos campagnes médias. Donc pour me présenter très rapidement, je m'appelle Étienne, j'ai rejoint Artefact et plus précisément Artefact 3000 comme ingénieur spécialisé dans l'IA justement pour apporter toutes les dimensions techniques et technologiques aux créatifs d'Artefact 3000. Donc ça témoigne bien du fait de la transformation et de l'impact que l'IA générative va avoir sur les créations. Et Artefact 3000, en deux mots, c'est donc une agence de publicité d'une part qui va du coup conjuguer des talents créatifs et publicitaires avec l'expertise data IA d'Artefact pour faire des concepts innovants, et un studio de production digitale qui automatise la production de contenu grâce à l'IA. Voilà, Thomas, tu veux te présenter rapidement? Bonjour à tous, donc moi je suis Thomas Quélin et je m'occupe de l'activité média pour Artefact en France. Donc on est une centaine de personnes. Aujourd'hui, on accompagne les clients de la strat à l'exécution jusqu'à la mesure avec un gros focus sur l'utilisation de la donnée et la mesure du ROI publicitaire. Donc on va vous parler de création, de médias, d'IA, de data. C'est un sujet qui nous tient à cœur évidemment chez Artefact puisque c'est la vision qu'on a depuis quelques années. On est ravis de voir que tous ces sujets finissent par converger. Tous les sujets du digital marketing, que ce soit la création, la production, l'activation et la mesure. Mais finalement, aujourd'hui, on les fait converger. On arrive à sortir des cas d'usage intéressants. Et on est ravis du coup d'avoir accepté l'invitation de Google pour vous présenter comment tout ça peut être rendu possible dans l'univers Google Ads. Donc évidemment, on va parler de Google aujourd'hui, mais c'est des cas d'usage qui sont aujourd'hui généralisés sur le marché. Le point de départ de cette présentation, c'est le suivant, et pour ceux qui sont familiers avec les technologies médias et d'achat média, le point de départ, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'algorithmique, l'automatisation, l'IA a vraiment pris le contrôle de l'achat média aujourd'hui dans les outils. Donc c'est près aujourd'hui de 80% des investissements qui sont concentrés dans les campagnes Performance Max. Donc pour un petit rappel, Performance Max, c'est les campagnes qui, au sein d'une même ligne de campagne, vont diffuser sur l'ensemble de l'environnement Google, que ce soit YouTube, le search, la partie Gmail, le display, etc. Donc avec une sorte en fait de black box automatisé drivé par l'IA qui permet d'augmenter la performance. Donc ça aujourd'hui c'est 80% des investissements dans le retail. Ça croît très vite, c'était 50% il y a 2 ans, et ça ne concerne pas que le retail, c'est également le cas. On parlait d'hôtellerie à l'instant, finalement tous les business models où il y a des flux de données, c'est des campagnes qui se généralisent. Quelles conséquences pour vous annonceurs, pour nous partenaires, pour les agences médias? C'est qu'effectivement la matrice qui préexistait de precision marketing, où on avait l'habitude de créer des associations entre des mots-clés, des niveaux d'enchères associés à ces mots-clés, des audiences qu'on allait toucher spécifiquement sur ces mots-clés. Ça, on était ravis de le faire il y a quelques années. Ça permettait d'avoir un plan média propre, structuré, construit autour d'audiences et de différents messages. Ça, c'est de moins en moins possible à cause de l'algorithmique et de l'automatisation. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Évidemment, si l'algorithme achète les mêmes mots-clés pour tout le monde, que ce soit pour Orange et pour SFR, pour Samsung, pour Apple, peu importe l'exemple qu'on prend, on arrive à une situation de statu quo où il est difficile pour les annonceurs d'envisager le média comme un avantage comparatif sur le marché. Donc comment on fait pour faire mieux que ses concurrents, prendre des parts de marché? Nous, on a la conviction chez Artefact qu'il faut travailler sur 2 sujets. Le premier sujet, ce sont les assets créatifs. Donc ça va être le but de la présentation d'Étienne, de vous montrer comment on produit plus d'assets. Et puis le deuxième sujet, c'est le flux produit. Le flux produit, on n'en parlera pas en détail dans cette présentation, mais je serais ravi évidemment d'en parler une prochaine fois. Donc on va se concentrer sur la partie assets créatifs. Et pourquoi on parle d'assets créatifs aujourd'hui, cet après-midi, chez Google, qui est vraiment le temple de la publicité à la performance? Eh bien parce que en fait, l'environnement Google aujourd'hui, c'est un environnement full funnel. Donc là où il y a quelques années, et c'est encore le cas, en parlant avec beaucoup de clients, il y a encore une croyance assez persistante, comme quoi l'environnement Google est un environnement à la perf, où on va diffuser des annonces texte
sur les moteurs de recherche, en fait, voilà, le moteur Google aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inventaire, et la créa est devenue très importante, à la fois pour travailler le haut du funnel, le milieu et également le bas du funnel. Bon, il y a aussi un point important, hein, c'est que, voilà, ça c'est une étude Nielsen qu'on montre souvent dans différentes conférences, c'est un peu la slide tarte à la crème de l'après-midi, on va pas se mentir, mais elle était importante dans le déroulé. Voilà, une étude Nielsen qui cherche à montrer que en fait, la qualité de la création est vraiment le premier item dans la performance des campagnes digitales, loin devant les notions de couverture, de notoriété de marque, de ciblage ou encore de contexte. Donc évidemment, c'est un travail important pour nous, partenaires. L'environnement Google, hein, vous l'avez compris, c'est un environnement qui est de plus en plus gourmand en assets créatifs. Quand je dis gourmand, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, par ligne de campagne, ajouter beaucoup d'assets, ce qui était beaucoup moins le cas il y a quelques années. On peut brancher par ligne de campagne jusqu'à 20 images et 5 vidéos, par exemple, si on prend l'exemple de Performance Max. Donc on a vraiment des terrains de jeu créatifs pour optimiser le média qui sont très intéressants. Mais parallèlement, évidemment, côté annonceur, ça grince un peu des dents parce que produire 5 vidéos, 20 images, quand on a un modèle économique, pour reprendre l'exemple d'Accor, basé sur des franchisés où on a des centaines d'hôtels avec plusieurs chaînes partout dans le monde, potentiellement, si on imagine la quantité de création qu'il faut produire, on arrive rapidement à des centaines de vidéos et à des milliers d'images. Voilà, donc aujourd'hui, tirer le meilleur de Google Ads, pour nous, c'est majoritairement un sujet de création. Donc, premièrement, produire plus d'assets. Deuxièmement, les produire plus vite. Et troisièmement, réduire les coûts. Vous avez un certain nombre de chiffres à droite sur lesquels je ne vais pas revenir qui montrent que globalement, il y a une adoption assez forte de l'IA chez les grandes marques internationales pour produire des assets digitaux aujourd'hui à l'échelle et que ça divise jusqu'à 3 ou 4 les coûts de production dans les campagnes. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment on fait ça avec Étienne. Exactement. Donc du coup, moi, je vais diviser ma présentation en 3 parties. La première va être assez théorique. Après, on va rentrer dans quelques apprentissages qu'on a eu sur le terrain. Et enfin, on verra deux cas d'usage intéressants qui, je pense, vous parleront pour illustrer un petit peu mes propos. Donc, comme le disait Thomas, aujourd'hui, la création est de plus en plus importante dans les campagnes et les orchestrations médias. Et donc, du coup, il va falloir répondre à ce besoin. Et l'IA générative, justement, va permettre d'apporter cette réponse sur les différents segments que vous voyez ici. Et nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur la production de variants at scale. Et ce qui est hyper intéressant, justement, dans notre collaboration avec Thomas, c'est que le fait de connecter l'agence média et l'agence créative, on va pouvoir mettre en place des feedback loops pour justement collecter des données qui vont permettre derrière d'optimiser les créations qu'on va mettre en place. Même si du coup l'IA générative, et je fais un petit disclaimer ici, permet de produire at scale énormément de contenu, ce n'est pas forcément la réponse immédiate à des meilleures performances médias. Et donc il faut justement essayer de trouver le juste équilibre sur la quantité à produire en plus pour obtenir des meilleures performances. Donc pour décomposer un petit peu la chaîne créative, la chaîne de valeur créative, on peut commencer par la conception, après la production, la post-production et l'adaptation. Donc déjà, dès l'étape de conception, on voit que l'IA générative peut apporter beaucoup de réponses et on voit des use cases notamment sur la création de moodboards hyper personnalisés, hyper rapides avec de l'IA générative. Et on constate, d'après certains chiffres aussi de notre expérience personnelle, que on a 40 à 50% de time reduction sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc même si le moodboard en tant que tel est une tâche qui est importante dans la conception, aujourd'hui le fait d'aller passer des heures sur des images de stock, etc. pour créer un moodboard, ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui avec l'IA générative, on peut justement créer les assets que vous voyez là en quelques prompts. Donc c'est hyper intéressant. Et nous, justement, avec nos clients, ça a complètement modifié la façon dont on travaille avec eux, puisqu'on va être quasiment sur du real-time, où on va travailler sur des assets presque finis, là où auparavant, il y avait des ping-pong assez récurrents sur la phase de maquette, de prototype, de sketch, etc. Donc ça a vraiment été un gain, même si ça peut avoir parfois des désavantages, puisque le client va avoir des attentes très élevées dès le début de la mission. Sur la partie production, on voit aussi que l'IA générative va apporter énormément de valeur, notamment sur la production at scale, et notamment sur la réduction des coûts. Donc, comme vous le voyez là, et ça c'est tiré vraiment de nos expériences personnelles, on a en moyenne une réduction de coûts d'un facteur de 3 à 4. Parfois, ça peut augmenter si on parle d'assets qui sont moins, qui n'intègrent pas des produits, ou qui sont des assets qui ressemblent plus à des images de stock, etc. Mais voilà, globalement, l'IA générative va nous permettre de nous, en interne, créer tout un tas de pipelines automatisés pour répondre à plusieurs cas d'usage. Donc le premier cas d'usage qui est le plus
prédominant chez nos clients, ça va être l'intégration de produits dans des environnements IA. On va aussi avoir des cas d'usage comme faire porter des vêtements ou des accessoires à des modèles en IA, modifier des backgrounds, intégrer des produits parfois 3D dans des environnements 2D générés par de l'IA, etc. Et donc du coup, voilà, on voit que l'IA peut aider sur tous ces usages-là. Et enfin, du coup, donc, sur la post-production et donc l'adaptation des contenus vraiment, on va permettre, en fait, grâce à l'IA générative, à des marques, notamment des marques comme Accor, qui aujourd'hui ont des gros challenges sur la quantité et le volume d'assets à créer, de pouvoir, à partir d'un key visual, donc en fait d'un seul asset que vous voyez sur la slide, de le décliner en toute une série d'assets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre ce key visual, le faire 10 formats différents, des bannières, etc., pour aller populer justement les moteurs de recherche et populer les plateformes et les outils qui permettent de faire de l'orchestration de médias. Et donc, pareil ici, on voit qu'on peut produire parfois jusqu'à 10 fois plus en fait, d'assets dans le même temps imparti sur certaines typologies de contenu. Donc maintenant, quelques apprentissages quand même qu'on a eu sur le terrain, puisque je dirais qu'aujourd'hui, on a passé un peu cette vague de hype de l'IA et qu'on commence à voir vraiment des cas concrets et des apprentissages réels. Le premier, c'est déjà la différence de maturité qu'il y a entre les différentes modalités d'IA générative. Donc évidemment, le texte aujourd'hui est le plus mature de toute cette modalité. On voit les clients qui, comme on l'a montré précédemment dans des exemples comme avec Bouygues, l'ont implémenté, l'ont testé, l'ont passé du coup à échelle. Sur l'image, on a un taux de maturité qui est un peu moins bon, mais qui s'approche quand même du 80% de commercialement utilisable, où là, on va avoir des clients qui vont commencer justement à intégrer, à créer des solutions en interne pour produire des images avec de l'IA, intégrer des produits, etc. Mais il y a quand même quelques challenges, et c'est notamment sur l'intégration des produits qu'on va en avoir le plus, pour respecter en fait vraiment d'avoir des produits pixel perfect dans des environnements générés par IA. Et enfin, la troisième modalité qui est la moins mature aujourd'hui à date, c'est la vidéo, qui est plutôt autour de 40 à 50%. Donc là, on va recommander, nous, à nos clients de tester, de commencer vraiment à produire des vidéos avec de l'IA. Mais c'est vrai que c'est rare aujourd'hui de voir des campagnes médiatiques full IA avec de la vidéo, même s'il y a quelques exemples hyper intéressants et vraiment bluffants qu'on a vus sur Internet. Mais c'est souvent des choses qui ont des vocations plutôt à justement communiquer sur le fait que l'IA est utilisée et pas vraiment pour booster les performances at scale. Le deuxième apprentissage qui est aussi hyper intéressant, et ça c'est pour vraiment une certaine typologie de nos clients, et les clients qui ont des produits, notamment beaucoup de turnover sur leurs produits, etc., c'est d'aller créer des jumeaux numériques, donc des versions 3D des produits, pour justement les combiner avec de l'IA. Donc les digital twins, c'est une technologie qui existe déjà depuis très longtemps. Ça a commencé dans la supply chain et dans l'industrie, et maintenant ça commence à arriver chez les retailers. Et donc ils vont en fait aujourd'hui coupler ça avec de l'IA générative pour, je dirais, répondre à quelques cas d'usage que j'ai cités ici. Donc le premier, ça va être d'utiliser des digital twins pour les intégrer dans des environnements générés par IA. Donc là, par exemple, j'ai généré la photo que vous voyez dans le fond avec une solution d'IA générative. Et ensuite, on peut aller intégrer le digital twin directement avec des outils comme Blender dans l'image. Et donc, ça permet de créer des assets où le produit n'est absolument pas détérioré. Le deuxième cas d'usage, c'est d'aller composer des scènes en fait, en 3D qu'on va ensuite aller régénérer avec de l'IA générative. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, est capable de mapper complètement une image et donc de connaître exactement les contours du produit, etc. Et on va pouvoir, derrière, grâce à l'IA générative, apporter, comme vous le voyez à droite, une meilleure texture, des meilleures ombres, un meilleur lighting, etc. Et le troisième cas d'usage avec les digital twins, qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir produire en fait, des datasets, des gros datasets de données pour fine-tuner des modèles donc, de diffusion, qui sont les modèles qui permettent de générer des images aujourd'hui avec de l'IA. Et donc, ça va permettre derrière de pouvoir tout simplement générer et produire des assets avec le produit dans tout un tas d'environnements qui répondent aux besoins des clients. Et le troisième apprentissage qui est aussi, je pense, assez important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'IA générative en full automatique n'est pas une réalité. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement, et nous on le constate dans nos missions, de la post-production pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'IA déjà a des hallucinations, donc il faut effectivement faire de la post-production pour corriger ces hallucinations. La deuxième, c'est qu'un asset final va dans tous les cas avoir besoin d'un peu de post-production, ne serait-ce que pour intégrer des titres ou des mentions légales ou mettre un logo, etc. Aussi, la qualité de l'asset et la compliance va devoir dans tous les cas passer par un humain, donc des marketeurs qui vont du coup valider que l'asset répond bien aux guidelines de la marque, etc. Et dernièrement, et ça c'est un point aussi qui est assez important, c'est que
l'IA ne rendra pas quelqu'un d'absolument pas créatif. Par contre, elle va effectivement énormément booster des créatifs. Et nous, on le voit aujourd'hui, il y a des jeunes talents chez Artefact 3000 qui aujourd'hui prennent vraiment en main les solutions d'IA, qui eux-mêmes sont créatifs et arrivent en fait à craquer des cas d'usage qui sont complètement fous. Et maintenant, je vais vous parler de deux cas d'usage qu'on a du terrain. Je vais malheureusement pas pouvoir citer les noms, mais je pense que vous les reconnaîtrez peut-être. Le premier, c'est un des leaders aujourd'hui du luxe qui justement a fait appel à nous pour produire des assets avec de l'IA générative, donc de A à Z. Ce qu'on a constaté, et on a fait justement l'exercice avec eux de faire une sorte d'A/B testing pour aller comparer un workflow sans IA, que vous voyez au-dessus, qui aurait coûté à peu près 200 000 € pour, je crois que c'était 14 ou 15 assets à produire, versus un workflow avec de l'IA, qui finalement a coûté pas seulement 63 000 €, mais du coup, qui est quand même une réduction par un facteur 3 ou 4. Et donc, l'asset final est passé d'un coût de 14 000 € à 4 000 €. Donc, on voit quand même que l'IA générative, ça peut drastiquement changer la façon dont on travaille, et notamment réduire les coûts. Et ce qui a été intéressant ici, c'est que par l'utilisation des digital twins dont j'ai parlé précédemment, on peut complètement supprimer la phase de photoshoot, puisqu'on va pouvoir utiliser les digital twins comme finalement un peu des produits qu'on pourrait mettre dans n'importe quelle position pour faire des photoshoots virtuels. Et donc derrière, on va pouvoir, comme je disais précédemment, générer avec un peu de post-production des assets finaux. Le deuxième cas d'usage qui était aussi très pertinent, c'était un acteur majeur en France de la fourniture de jardins, etc., et aussi en Europe, qui a fait appel à nous pour créer et développer toute une pipeline de production pour intégrer donc des patchhots qui sont initialement sur des fonds blancs dans des environnements générés par IA. Les quelques challenges qu'il y avait sur cette mission, c'est que le client avait justement des ambiances très particulières, des atmosphères très particulières. Et donc, du coup, on a dû entraîner et fine-tuner des modèles d'IA générative pour respecter précisément ces ambiances grâce à tout un dataset qu'on avait récupéré avec le client. Et donc, le pipeline est comme il suit. Évidemment, c'est très schématisé, mais on va d'abord intégrer du coup le produit dans un environnement IA. Donc là, ce que vous voyez ici, ce n'est pas le produit du client, mais un produit qui y ressemble. Ensuite, on va replacer le vrai produit, donc, qui est ici sur le patchshot, dans l'environnement IA. Après, on va aller corriger du coup les ombres, le lighting, etc. Et derrière, on va pouvoir produire toute une variation de ces produits dans des environnements différents, ce qui va permettre justement de répondre aux problématiques qu'exprimait Thomas précédemment, d'avoir assez de volume finalement pour nourrir les campagnes d'activation média. Voilà, je vais te redonner la main d'ailleurs pour que tu nous donnes merci, 2-3 insights. On va finir cette présentation avec quelques éléments chiffrés et notamment l'impact de produire à l'échelle des assets créatifs dans l'environnement Google Ads. Donc on a mis en place en fait une série d'A/B tests dans l'environnement Google Ads où en fait on avait d'une part des campagnes, on va dire classiques, c'est-à-dire qu'on avait un nombre d'assets raisonnable par rapport au budget créa dont disposent les clients habituellement, donc typiquement 1 ou 2 vidéos et quelques images statiques. Et on l'A/B testait avec des campagnes où on avait la full capacité en assets créatifs grâce à la production assistée par l'IA. Donc, typiquement sur Performance Max, 5 vidéos et 20 images statiques. Donc là, vous avez quelques résultats dans l'industrie hôtelière et également dans l'industrie du cloud, avec des uplifts intéressants sur la partie ROS Google Ads. Donc plus 25%, on a observé dans l'hôtellerie, moins 20% sur la partie CPA dans l'univers du cloud, et des taux de transformation qui sont aussi drastiquement augmentés grâce à la performance des créas. Voilà, donc en synthèse, en fait, l'objectif, vous l'avez compris, l'environnement Google aujourd'hui demande de plus en plus d'assets pour que les algorithmes puissent faire leur travail. La créa étant un des éléments centraux d'optimisation, il faut travailler dessus. Et quand on arrive à travailler dessus, on diminue les budgets de développement et on optimise les performances. Donc naturellement, on ne peut que vous encourager à aller dans cette direction et on est à votre dispo pour toute question. Merci de votre attention. Merci à tous.